Georges arrive enfin au cœur du vaste plateau bordé par les rivières Cuyuni et Yuarari. Au milieu du siècle dernier, on a découvert dans cette région les plus grands dépôts d'or du Venezuela. Il en a résulté une véritable ruée vers l'or, qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. Les opérations d'extraction se déroulent souvent dans l'anarchie la plus totale. On dit que la forêt tropicale disparaît. Ici, ce n'est pas une figure de style. Même la terre est avalée par les machines. D'autres genres de chercheurs explorent ce matin les chemins miniers à la recherche de l'Eldorado. Certains prospecteurs, comme ces Bateros, utilisent encore les méthodes traditionnelles. Pas de bélier mécanique ou de pompe bruyante. Tout le travail se fait à la main. La prochaine pelletée de terre sera peut-être la bonne. Les entomologistes aussi fouillent parfois la terre ou les vieux troncs pourris à la recherche de trésors. La technique est vieille comme le monde. On creuse, on lave, on recreuse et quelquefois on trouve le bon filon. Georges vient en effet de mettre la main sur une très grande larve d'insecte. La chance sourit également à nos Bateros. Après des milliers d'essais infructueux, voici que la Terre livre enfin quelques précieuses pépites d'or. Georges peut aussi être fier de sa découverte. Cette larve géante est une rareté entomologique. Elle passe plusieurs années à se nourrir de bois en décomposition avant de se transformer en scarabée géant. Esto está seguro, tiene bolsillo. Hola. Buena. ¿Cómo está? No, también, ¿cómo usted? ¿Son bateros? Sí, batero. Les chasseurs d'insectes et les chercheurs d'or ont un point en commun. Après les salutations d'usage, ils se font toujours poser la même question. Avez-vous trouvé quelque chose? ¿Y hay aquí? Ay, Sí. ¿Y vale mucho. vale dinero? Les Bateros montrent le fruit de leur labeur. Disculpa, pero El Dorado vale más. El dorado. No, no vale. No. ¿No vale? Está loco, pero mira. Georges affirme le plus sérieusement du monde qu'il a trouvé tout près dans cette forêt quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'or. Les Bateros ne sont pas convaincus. Qu'est-ce qui pourrait bien avoir plus de valeur que de l'or pur? Tengo aquí. ¿Me lo puede mostrar? Sí, pero vale mucho. No, Pero vale más que esto. Mucho más. Pero muestre para ver. Voy a demostrar mi dorado. Qué bueno, bueno. El insecto. Georges explique que pour lui, ce scarabée est aussi précieux que de l'or, que la forêt cache des insectes rares d'une très grande valeur, autant pour les collectionneurs que pour les scientifiques. Hasta pronto. Ok. Ok, hasta pronto. Il semble que les Bateros ne suivront pas Georges dans la forêt, même pour tout l'or du monde. À chacun son Eldorado. La fièvre de l'or ne se guérit pas, non plus que la folie des insectes.
les chercheurs d'or, les entomologistes sont attirés par tout ce qui brille, surtout la nuit. Georges a repéré une mine d'or sise en pleine forêt et illuminée par de puissants projecteurs. Comme prévu, ce site se révèle un endroit exceptionnel pour une chasse de nuit. Une nuit de rêve pour un fou d'insectes. Georges a enfin trouvé son Eldorado. Georges Brossard a prononcé 1000 conférences, fondé de prestigieux insectariums et contribué aux collections de nombreuses institutions scientifiques. Ses confrères entomologistes l'ont même honoré en donnant son nom à une espèce de papillon. Mais la collection dont il est le plus fier est sûrement celle de toutes les personnes à qui il a donné la piqûre des insectes. Situé à 4500 mètres d'altitude, se dresse l'observatoire le plus récent et le plus moderne du monde, construit par l'ESO, l'Observatoire austral européen. Les télescopes sont logés dans plusieurs tours séparées. Ils peuvent être interconnectés et forment alors une seule et immense lunette. L'air est clair, pas une lumière terrestre à des kilomètres à la ronde. Ici, la nuit, seules les étoiles brillent. C'est la raison pour laquelle les pays européens qui financent ce télescope en commun ne l'ont pas construit en Europe, mais dans l'hémisphère austral. Aucun œil humain ne regarde à travers ces immenses instruments. Ce sont des capteurs qui enregistrent les signaux venus de l'espace. Des ordinateurs transforment les colonnes de données produites en de magnifiques photos. Ces photos sont destinées au public, mais les scientifiques aussi en décorent volontiers leurs murs. Dans leur travail, pourtant, ils n'ont pas affaire à elles. Les astronomes d'aujourd'hui ne sont pas assis derrière une lunette, mais devant un écran d'ordinateur. Et quand ils transforment ces colonnes de chiffres en images, ce qui est peu fréquent, voici à quoi elles ressemblent. Une galaxie en forme d'ellipse, et en dessous une supernova ronde à la lisière de l'univers. Une supernova est une étoile massive en explosion. Lorsqu'elle a consommé la quasi-totalité de ses ressources en énergie, elle brille encore pendant quelques jours avec une luminosité inhabituelle. Des événements de cette nature ont été observés à plusieurs reprises au cours des siècles passés. Ils sont parfois si lumineux qu'ils sont visibles à l'œil nu en plein jour. Les astronomes qui travaillent sur les grands télescopes observent des explosions d'étoiles qui ont eu lieu il y a des milliards d'années, peu de temps après le Big Bang. Mais leur lumière nous parvient seulement aujourd'hui. Et elle est plus faible qu'on ne s'y attendait. Au quartier général de l'Observatoire austral européen, à Garching près de Munich, nous interrogeons Bruno Leibundgut, qui a été aussi surpris par cette observation que ses collègues à travers le monde.
Quand nous découvrons une supernova éloignée, nous observons cet objet avec le plus grand nombre possible de télescopes, dont ceux de notre observatoire. Voici une photo qui a été prise par notre télescope au Chili. Et il y a aussi des autres photos d'autres observatoires où l'on observe également la supernova. Il y a du nouveau dans l'histoire de l'univers. On sait depuis longtemps qu'il est en expansion. Sur ce schéma, on voit que plus on recule dans le passé, plus l'univers est petit. Il y a 15 milliards d'années, tout était comprimé en un point, le Big Bang. La lumière d'une supernova des débuts de l'univers apparaît plus faible que prévu. Cela ne peut signifier qu'une chose, elle est plus éloignée qu'on ne le pensait. Par conséquent, le Big Bang doit lui aussi être plus éloigné qu'on ne le pensait. Cela modifie l'histoire de l'univers. Elle acquiert une courbure. Et quelle est l'origine de cette courbure? Pour l'instant, seule une lettre grecque vient à l'esprit des scientifiques, lambda. Lambda a une mauvaise réputation depuis 80 ans. À cette époque, on faisait encore de l'astronomie avec des télescopes à travers lesquels on pouvait voir, comme ici, à Potsdam. C'est dans cet environnement qu'est née la théorie de la relativité générale qui résumait l'espace et le temps en un espace-temps courbe. Depuis, elle a été développée et soumise à de nombreux tests. Aujourd'hui, plus aucun scientifique ne remet en cause ses bases, posées en son temps par Albert Einstein. Sa résidence d'été à Kaput, près de Potsdam. Nous avons trouvé ce tableau noir dans la cave. Il ne date pas de l'époque d'Einstein, mais il est suffisant pour noter sa formule décrivant l'univers. La lettre G à gauche représente la courbure de l'univers, et T à droite est la répartition de la matière et de l'énergie. Comme la formule ne convenait pas tout à fait à la conception du monde d'alors, Einstein y a ajouté une constante, qu'il a nommée lambda. Quelques années plus tard, lambda s'est révélé superflu. Einstein l'a appelée la plus grosse bourde de sa vie et aurait bien aimé s'en débarrasser. Mais c'était trop tard. Depuis, on ressort lambda chaque fois que les observations ne veulent pas s'accorder exactement à la théorie, comme c'est le cas en l'occurrence. Mais personne ne se sent vraiment à l'aise en faisant cela. Quand nous sommes arrivés à ce résultat, quelqu'un de mon groupe de travail a envoyé à la ronde un courrier électronique disant « Dites donc les gars, j'ai trouvé la preuve de l'existence d'une constante cosmologique. » Et en l'espace de 24 heures, tous les membres du groupe ont écrit quelque chose là-dessus. Certains disaient « Au fond de notre cœur, nous savons que ça ne peut pas être vrai. » Mais même ces personnes sont maintenant convaincues. Tous ne sont pas convaincus. À l'Institut Max Planck d'astrophysique, également à Garching, tout près de l'ESO, nous rencontrons le professeur Gerhard Börner. S'il ne remet pas en doute les observations de ses voisins, leur interprétation n'est guère à son goût. Si ces mesures montrent que cette constante existe, qu'elle est positive, différente de zéro, alors il faut l'accepter, que cela nous plaise ou non. Mais il n'y a aucune raison théorique convaincante en faveur de l'existence d'une constante cosmologique. Par politesse, elle devrait être égale à zéro. Mais si lambda devait ne pas avoir cette politesse, cela aurait des conséquences majeures pour le destin du monde. Lambda accélère l'expansion de l'univers. Les étoiles et les systèmes stellaires se désintégreront et leurs vestiges se disperseront à tout jamais. Si l'on accepte ce résultat de mesure, alors on accepte aussi une certaine représentation de la fin de notre monde, de notre cosmos. En effet, tout finira par s'éloigner de plus en plus dans un univers qui s'étendra de plus en plus à l'infini et qui disparaîtra dans une mort thermique. Car tandis que Yahvé veille sur la voie des justes, la voie des méchants mène à la perdition, est-il dit dans le premier psaume. Pendant des millénaires, énoncer de telles affirmations sur le début et la fin du monde était le privilège de la religion.
Ce n'est que depuis quelques centaines d'années que la science libérée de la religion s'intéresse à la fin du monde. Balthasar Neumann a construit cette église à peu près à l'époque où est apparue la conception moderne du cosmos. Même l'architecture de l'église semble communiquer quelque chose de cet univers, toujours plus grand dans l'imagination des hommes. Les lignes élancées rompent la structure et le poids des murs. Au-dessus des piliers s'ouvre le plafond, offrant au regard un monde à la fois lointain et spirituellement proche. À la même époque apparaît la représentation scientifique de l'espace infini et des systèmes stellaires en rotation. Une divergence des conceptions du monde peut être seulement temporaire. Il apparaît régulièrement dans les sciences des résultats dont l'interprétation pourrait permettre de combler l'écart entre la science et la religion. Nous nous sommes rendus à la Nouvelle-Orléans pour y rencontrer un spécialiste de la cosmologie banni par ses pairs. Les cimetières de la ville sont une attraction touristique. Du fait du niveau élevé de la nappe phréatique, ils sont complètement aménagés au-dessus du sol. Un lieu tout indiqué pour rencontrer Frank Tipler. Pour lui, la résurrection des morts est une réalité scientifique qui découle du destin futur de l'univers. L'avenir inéluctable de l'humanité est de quitter cette planète, de se répandre dans l'univers entier et de contrôler son évolution ultime. C'est le Soleil le responsable. Il ne lui reste plus que quelques milliards d'années avant de commencer à enfler. Il fera de moins en moins bon vivre sur la Terre et nos descendants auront quitté la planète avant qu'elle ne se vaporise. Pour ce faire, ils échangeront leurs enveloppes biologiques contre une autre forme, mieux adaptée à la vie dans l'espace. En d'autres termes, ce seront des intelligences artificielles qui fuiront le système solaire agonisant et coloniseront l'univers. Les lois de la physique nous disent que l'univers est fermé. Il s'étendra jusqu'à sa taille maximale, puis se recontractera. Seul un univers fermé pourra fournir jusqu'à la fin suffisamment d'énergie à nos descendants. C'est pourquoi le cosmos reprendra le chemin du Big Bang, affirme Frank Tipler. En disant cela, il s'oppose aux chercheurs qui, à partir des dernières découvertes, concluent à une expansion éternelle du monde.